Exactement moins d'une minute, on doit commencer. Notre oratrice du jour, elle est déjà là. Et comme d'habitude, je vais profiter de commencer par présenter quelques activités de l'ASJ et puis introduire notre animatrice de ce jour. Et après, nous irons à son écoute. Nous sommes déjà à 15. Je ne sais pas si je dois déjà commencer ma présentation. Je vais partager d'abord ma présentation pour commencer. OK. Je commence par d'abord accueillir tout le monde. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel des webinaires de l'ESG RDC. D'abord, ceux qui sont déjà en ligne, je vous demanderai, s'il vous plaît, de muter vos microphones parce que nous voulons un peu nous concentrer dans l'activité et ne voulons pas avoir des bruits de fond. Alors, aujourd'hui, c'est notre énième webinaire parce que déjà, on ne sait plus commencer à compter. C'est déjà 4, 5, 6. Et nous aurons un très bel échange encore dans ces jours. Je vais commencer d'abord par vous présenter brièvement l'ESG. On rejoint les liens et ils n'ont pas beaucoup d'idées. Et puis, je vais présenter l'oratrice dans les 5-10 prochaines minutes. Et puis, nous aurons l'occasion de l'écouter. Et puis, par la suite, on va aussi donner du temps à tous ceux qui participent, qui voudront poser des questions, avoir des éclaircissements. Ils seront les bienvenus pour le faire. Alors, l'ASG, c'est quoi? C'est comme le nom l'indique ici, Académie des sciences pour les jeunes en RDC. En fait, c'est juste comme dans tous les pays, il y a toujours des académies des jeunes. Et cette académie des jeunes, souvent dans plusieurs pays, c'est là où il y a la propulsion des idées scientifiques dans tous les domaines. En fait, ce n'est pas vraiment l'université, mais c'est un groupe de scientifiques qui réfléchissent pour l'intérêt du pays. On parle des sciences en général, mais en fait, c'est la réflexion dans tous les sens qu'on considère comme science. Et quand on parle de l'ESG, je vais encore une fois vous montrer quelques activités que nous faisons. Par exemple, cette activité ici, chaque mois, nous présentons des séminaires, généralement pour les premiers calendriers qu'on a arrêtés, ce sont des membres qui présentent des séminaires dans leur sujet. Par exemple, ici, nous avons l'affiche des premiers séminaires qu'on avait fait. Et ces séminaires ont porté dans plusieurs domaines, plusieurs thèmes. Et comme membre, on s'est réunis aussi. Et puis, comme association, nous offrons aussi des services à la société, notamment des assistances gratuites pour des rédactions, mais aussi autre chose qui a trait avec la recherche, la science et l'éducation. Par exemple, actuellement, il y a une campagne qui s'est faite, je crois que c'est pour la première fois en RDC d'avoir ce genre d'initiative. Si des gens qui ont des articles, je dirais même des œuvres scientifiques en général, qui sont prêts à être publiées, ils peuvent consulter la SJ pour avoir une assistance pour améliorer
l'œuvre scientifique avant d'être publiée, avoir aussi d'autres conseils. On a aussi des conférences qu'on organise, comme dernièrement, nous avons eu la conférence, et encore une fois, l'oratrice du jour, elle était aussi parmi les orateurs de ces jours-là. C'était vraiment un grand succès. Et on a reçu beaucoup de feedback et je crois qu'ils ont été éclairés sur ce qu'est les monkeypox dans tous ces sens. Il y a plusieurs projets qui sont aussi organisés par les académiciens, par exemple des projets où nous travaillons de façon conjointe avec les ministères de l'Éducation nationale, primaire, secondaire et professionnelle, mais également supérieur, universitaire et recherche scientifique. Il y a d'autres projets comme les minutes sciences où on présente brièvement des idées scientifiques de façon très simplifiée pour faciliter la compréhension à tous. Et puis, comme dans tous les sens, nous allons continuer à inviter l'adhésion de nouveaux membres et recrutement qui se fera toujours vers la fin de l'année pour avoir des nouveaux membres qui peuvent encore booster l'académie. Et bien sûr, nous sommes dans le volet en 2025. Il y aura une autre conférence qui sera internationale où on va inviter tous les autres académies africaines aussi qui vont venir en RDC pour célébrer les 5 ans d'existence de l'Académie des jeunes au Congo. Vous pouvez toujours nous contacter avec notre site Internet qui est très fonctionnel. Nous avons aussi un email où on peut avoir des courriers, tout ce que vous voulez qu'on voit comme préoccupation. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Mais nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et même des réseaux professionnels en LinkedIn. Et partout où nous sommes, vous pouvez toujours nous contacter. Je crois qu'avec ça, vous avez déjà une idée aperçue de l'ASJ. Sans plus tarder, je vais présenter notre oratrice du jour, et les professeurs docteur Vivi Maketa. Je mettrai d'abord en général ces photos pour que vous vous familiariser déjà. Alors, qui est-elle? Spécifiquement, aujourd'hui, je vais vous surprendre. J'aimerais bien attendez, je vais bien changer d'abord la caméra. OK, je crois seulement que je dois changer, je dois stopper sharing et puis je crois que j'ai encore 1 minute pour finir ça. Voilà, c'est ce que je voulais. All right, so, quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, c'était intéressant pour moi. Quand je voulais m'informer pour l'orateur du jour. OK, je crois que, voilà, je crois que vous pouvez voir ça. J'ai demandé, c'est l'intelligence artificielle qui a donné un résumé de l'orateur du jour. J'étais quand même émerveillé de voir ça. Je vais essayer de lire ça et traduire rapidement. C'est très long, mais je vais essayer d'être très bref dans ça. Alors, qui est professeur docteur Vivi Maketa? Ça, c'est l'intelligence artificielle qui a généré son CV et ça m'a beaucoup émerveillé et je vais lire ça devant tout le monde. Le professeur Vivi Maketa est une académicienne très distinguée et chercheur affiliée à l'Université de Kinshasa, en République du Congo, où elle contribue significativement dans les domaines de santé publique et des maladies infectieuses depuis 2010. Et ses travaux se focalisent sur la malaria et les maladies infectieuses, avec un intérêt particulier sur les populations vulnérables, généralement les femmes enceintes et les enfants. On dit que, ça c'est le résumé de sa carrière, il a travaillé dans plusieurs universités, il a publié dans plusieurs journaux internationaux de malaria,
Il a travaillé sur des tests rapides d'Ebola et beaucoup de choses dans des régions endémiques. Et puis, l'intelligence artificielle qui décrit encore ses contributions, ça a vraiment augmenté la capacité en termes de recherche dans les pays où les revenus sont très limités. Et l'intelligence artificielle commence aussi ses publications en cours au pays sur les vaccins, les essais sur les vaccins et puis le développement d'éthique. On montre aussi comment elle a vraiment obtenu beaucoup de grants ou de fonds de recherche partout en Europe et en Afrique et continue toujours à faire de grandes choses dans ces domaines. Et puis, quand j'ai regardé les nombres de publications, j'ai regardé ces sites émerveillés, il a donné beaucoup de choses. C'était intéressant de voir son parcours des chercheurs, comment ça accroît comme une. Et puis, ça donne les institutions où il a travaillé. C'était formidable de découvrir notre artiste du jour. Et on a donné même ces networks. C'était intéressant de voir les journaux où elle publie. Et ces networks avec toutes les personnes avec qui elle travaille. Je vois les professeurs Moïdo et les professeurs Lutumba. Il y a beaucoup, les professeurs Vitachi, beaucoup, professeur Zola et beaucoup d'autres. C'était intéressant de voir que même l'intelligence artificielle pouvait nous résumer tout ce qu'il a trouvé dans l'Internet. Et sans plus tarder, je vais stopper par là et j'invite Dr. Professeur Vivi Maketa pour commencer sa présentation du jour. Vous êtes la bienvenue, professeur. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je suis émerveillée moi-même. Je suis vraiment émerveillée moi-même, merci. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de faire cette présentation pour l'ASJ. L'ASJ qui a un intérêt particulier pour nous parce que c'est une des structures qui fait la différence et qui a un comité. Donc, le comité avec la présidente est très actif et voilà, ça nous change de ce que les gens pensent de la RDC, que ce soit en termes de recherche ou en termes d'autres choses, où on a l'impression qu'on est toujours en arrière. Avec l'ASI, on se rend compte que non seulement les capacités humaines, les ressources humaines sont présentes, mais qu'en plus, qu'importe le contexte, elles ont cette capacité et cette force de toujours vouloir aller de l'avant. Donc, je vais commencer ma présentation dès que j'arrive à retrouver le... Dès que j'arrive à retrouver... Je me suis perdue sur mon écran. Je me suis perdue sur mon écran. Attendez. OK, je suis là. Je me suis totalement perdue sur mon écran. Et je n'arrive plus à retrouver... On est sur Zoom ou sur Team? Excusez-moi. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Zoom, hein, il faut. J'ai stoppé de partager l'écran. Vous devez aller encore prendre déjà les. Ok, ok, je suis dans la réunion encore. Je m'excuse. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits soucis techniques. Donc, je vais commencer à partager mon écran tout de suite. Ok. Je vais commencer à partager mon écran tout de suite. OK, vous voyez mon écran? Vous voyez tout l'écran ou juste la présentation? Vous devez peut-être passer au mode OK, diaporama. je vais passer en mode diapo tout simplement, ce sera plus facile. Donc voilà, ce Ça, c'est soir, très on bon. va... Là, c'est bon maintenant? Parfait. Parfait, parfait. Merci. Oui, Donc, oui, c'est bon. merci. Donc, ce soir, on va parler de surveillance environnementale et on va voir quel rôle ça peut avoir par rapport à la préparation
pour les épidémies, on parle de preparedness en anglais et aussi de réponse aux épidémies, réponse-ness, en particulier pour le cas de la RDC. Alors, comme chacun de nous peut le savoir, il y a eu beaucoup d'épidémies récentes avec non seulement en RDC, mais aussi au niveau mondial. Et celui qui illustre le plus, c'est la pandémie du COVID-19 qui a vraiment, on parle de pandémie, donc c'était au niveau mondial. Mais en RDC en particulier, on a eu plusieurs épidémies d'Ebola, on a des épidémies récurrentes de choléra. On a aussi des épidémies de rougeole et le Mpox qui, voilà, maintenant aussi est devenu encore un sujet d'actualité. Et ici, le but de cette présentation, c'était de savoir quel était le rôle de la surveillance environnementale justement pour faire face à ces épidémies-là par rapport à nous qui sommes dans un contexte de pays à low income. Alors, avant de commencer la surveillance environnementale en elle-même, il faut qu'on parle du concept de la santé environnementale. Et là, on va directement sur notre fameux One Health, santé planétaire, donc la une santé, qui est, elle, une approche intégrée pour comprendre l'interdépendance qu'il y a au niveau de l'être humain entre les animaux et aussi par rapport à leur environnement. Et justement, cette santé environnementale-là, elle a un impact donc, sur les conditions donc, et savoir justement quel impact les conditions environnementales ont sur la transmission de maladies. Parce que l'environnement peut être un milieu peut à un moment devenir un vecteur de certains pathogènes et il faut savoir quel impact ça peut avoir sur l'être humain, entre autres, ou sur les animaux. Et ici, les facteurs clés quand on parle d'environnement, c'est justement l'eau, l'air et le sol. On parle d'environnement et on veut savoir qu'est-ce que ça peut avoir par rapport à l'influence sur les populations, mais aussi comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour qu'on ne soit pas seulement en train de subir, mais qu'on puisse l'utiliser de manière à ce qu'on puisse faire face aux différentes menaces qui peuvent venir devant nous. Alors, par rapport à l'impact que ça peut avoir, la qualité de l'air, à Kinshasa, de plus en plus, on est en train de parler de problèmes qui sont liés à la qualité de l'air et qui sont dus, entre autres, à la pollution urbaine. Ça a été depuis longtemps un problème dans les zones fortement urbanisées, dans les pays développés ou dans les je ne sais pas comment on dit, hein, low income, high income, mais de plus en plus, on commence à en parler aussi chez nous. Il y a un problème aussi par rapport à la qualité de l'eau. Les rivières peuvent être polluées et ça a un impact par rapport aux maladies d'origine, qui peuvent, voilà, d'origine hydrique. Mais il y a aussi un problème par rapport à la déforestation au climat. Donc, on parlait de l'air, du sol, de l'eau, parce que avec de l'urbanisation qu'il y a et la déforestation qu'il y a de plus en plus, il y a la dynamique entre les animaux sauvages et l'être humain commence à basculer et parce que les animaux sont en train de perdre leur habitat, ils sont de plus en plus proches de de là où il y avait les habitations. Donc, la santé environnementale, c'est quelque chose de vraiment qui est inhérent à ce que nous vivons de manière quotidienne, surtout lorsqu'on parle de zoonoses et la plupart d'ailleurs, plus de 70% des maladies émergentes et réémergentes, ce sont des zoonoses et entre autres justement, ce déséquilibre qu'il y a entre l'écologie animale euh, et l'être humain, les habitations des humains, c'est voilà, c'est aussi, ça fait partie des grandes raisons pour lesquelles il y a des problèmes. Et c'est justement, c'est un risque par rapport à l'augmentation des épidémies. Et voilà. Alors ici, dans cette présentation en particulier, je vais beaucoup me baser sur la surveillance des eaux usées. Mais on doit savoir d'abord qu'est-ce que c'est.
le fameux wastewater surveillance. C'est simplement le suivi des agents pathogènes qui peuvent être présents dans les eaux usées. Et le but de ça, c'est de fournir une vue d'ensemble de la communauté ou de la dynamique de ces pathogènes-là dans la communauté, là où il y a justement ce réseau d'eau usée. On va aller au fur et à mesure, en détail, au fur et à mesure de la présentation. Et le fonctionnement pour mettre un système d'eau usée, donc surveillance des eaux usées, c'est simple. Il faut faire un échantillonnage de ces eaux usées, que ce soit dans les zones urbaines ou ailleurs, et on fait une analyse en fonction des pathogènes d'intérêt. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un outil de détection qui est non invasif parce que ça ne demande à personne d'être piqué ou on ne fait aucun prélèvement de sang, on ne fait aucun prélèvement, que ce soit même de salive et autres, mais ça peut permettre d'identifier les tendances qu'il y a par rapport à la dynamique de certains pathogènes avant même que ça ait un impact clinique. Et ça, on va vraiment le voir en détail quand on va parler de la poliomyélite, du poliovirus. Donc, comme je disais, cette surveillance environnementale-là, et les eaux usées en particulier, et aussi le sol, donc c'est vraiment des outils de préparation qui ont un rôle pour une alerte précoce, parce que comme je l'ai dit, ça permet de détecter même qu'il y a la circulation de certains pathogènes dans certaines communautés avant même qu'il n'y ait des alertes cliniques au niveau des individus ou même au niveau des animaux, parce que ça peut aller que ce soit dans la santé animale ou dans la santé humaine. Et là, on parle de One Health et ça permet de mettre en place une réponse rapide et une réponse ciblée. Rapide parce que vous allez vous y prendre à temps avant même que la clinique qu'il n'y ait épidémie justement. Et c'est ça le fameux preparedness où vous faites face avant même que ça ne puisse voilà, devenir un grand problème et ciblé dans la mesure où les échantillons qu'on va prélever, on pourra faire des analyses moléculaires de manière à connaître exactement les souches qui sont en circulation et utiliser des outils, que ce soit des médicaments, que ce soit des tests, que ce soit des vaccins appropriés à la souche de pathogènes qui est en circulation dans une communauté donnée. Donc, ça permet vraiment une surveillance en temps réel dans des zones qui peuvent être densément peuplées, mais ça permet aussi de suivre que ce soit les symptomatiques, mais aussi les asymptomatiques. Parce que comme je l'ai dit, avant même qu'il n'y ait des cas, on est capable de suivre et ça continue, même lorsqu'il y a des cas, on peut continuer à suivre pour voir l'évolution, est-ce qu'il y a augmentation, est-ce qu'il y a diminution de certains pathogènes. Alors, il y a quelques prérequis pour le développement justement de ces réseaux de surveillance des eaux usées. Et au départ, l'hypothèse, c'est de se dire, OK, les eaux usées, on peut les utiliser. Donc, quand je parle des eaux usées, je suis en train de parler de les réseaux de canalisation avec les eaux qui viennent des fosses septiques. Je suis en train de parler de tous les endroits où les gens peuvent aller déféquer, uriner. Donc là, je suis en train de parler voilà, des eaux de déchets. On va dire ça, s'il faut dire ça de manière policée. Parce que il y a, on peut avoir, grâce à ces eaux-là, des informations sanitaires qui seront complètes et non biaisées et de toute la communauté, parce que ça permettra justement de cibler la dynamique. Et autant ces eaux-là, comme on l'a dit, elles peuvent être source de certains vecteurs, elles sont aussi vecteurs de divers marqueurs biologiques. Parce que lorsqu'il y aura, je m'excuse, parce que lorsqu'il y aura défécation ou autre, voilà, il y aura certains marqueurs biologiques, il y aura les urines qui seront excrétées, il y a certains marqueurs biologiques que l'on peut retrouver dans ces eaux-là. Donc, voilà. Et
comme on a dit pour le poliovirus, pour certaines drogues illicites aussi, ça a pu être utile et aussi pour le SARS-CoV. Par rapport aux drogues illicites, il y a des collègues de la Finlande qui nous avaient dit que eux, par rapport au réseau justement de surveillance, ils mettaient ça dans certaines universités de manière à ce que, voilà, lorsqu'il y a, on puisse voir la dynamique qu'il y a par rapport non seulement à certains pathogènes, mais aussi à certaines drogues. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, il y a les personnes qui excrètent des marqueurs biologiques et on fait le monitorage. Et après, on va utiliser ces données-là justement pour la prévention, le suivi, aussi la surveillance et préparer les crises ou anticiper sur les crises. Et ça, au niveau santé publique, c'est un atout qui vaut son pesant d'or. Et d'ailleurs, il y a des initiatives globales justement pour la surveillance environnementale et les eaux usées. Je vais partager les diapos, donc vous pourrez avoir les liens plus tard. Alors, lorsqu'on parle de contexte de surveillance, il faut savoir que, donc comme j'ai dit, les eaux usées, c'est un moyen rapide et fiable de suivre, de monitorer. Ça fournit les tendances et aussi, c'est une approche particulièrement utile dans les milieux qui ont des ressources limitées, dans la mesure où non seulement lorsqu'il y a des ressources Oui, limitées, ok. OK. Lorsqu'il y a des ressources limitées, ça veut dire que probablement, même les tests cliniques sont limités. Et avec ça, ça permet de non, pas d'avoir un aperçu de la communauté à partir d'un ou deux individus, mais ça permet d'en avoir à partir euh, de toute la communauté. Mais aussi, dans certaines situations où les gens ne veulent pas faire de tests, comme par exemple, on l'a vu avec le Covid, où tout le monde à un moment avait peur de faire le test de Covid, ça permet aussi d'être sûr que il n'y aura pas, donc voilà, que les personnes veuillent ou ne veuillent pas aller se tester, on pourra quand même avoir des informations par rapport à la dynamique dans une population donnée. Donc voilà, et ça ne dépend pas de l'accès des personnes aux soins, et voilà. Alors, ici, je vais faire une petite comparaison entre justement cette surveillance clinique que l'on fait la plupart du temps chez nous et la surveillance à partir des eaux usées. Juste un détail à donner, c'est que la surveillance des eaux usées, ça fait partie des axes de surveillance, en RDC en particulier, mais malheureusement, ce n'est pas suffisamment mis en place, à part justement pour le poliovirus, et ça, on va le voir plus tard. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la surveillance clinique est très limitée en termes de couverture et elle a un coût élevé. Elle a un coût élevé parce que elle demande non seulement que les gens arrivent dans les structures de santé, mais elle demande aussi que les gens se fassent dépister. Donc, c'est l'utilisation de tests qu'on n'a pas nécessairement. Ensuite, alors que les eaux usées, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles permettent de calculer, d'avoir des données au niveau communautaire directement, et ça, que les personnes soient symptomatiques ou pas, parce qu'on sait qu'en général, chez nous en particulier, et je pense un peu partout, euh, les gens vont à l'hôpital quand ils sont malades. Donc voilà. Alors voilà, maintenant, si on doit aller un peu plus de détails, donc la surveillance clinique, c'est au niveau de l'individu, alors que pour les eaux usées, c'est au niveau de la population. C'est plus coûteux d'obtenir les informations parce que ça demande des tests pour chaque personne qui va venir, alors que la surveillance environnementale est de loin plus rentable parce qu'avec une analyse d'échantillons, on peut avoir
avec une analyse des échantillons, des informations sur la communauté, elle, la plupart du temps, ne couvre que les personnes infectées symptomatiques, alors qu'on sait que les personnes, parfois, il y a pour la plupart des maladies une période de latence durant laquelle la personne infectée devient infectieuse, mais n'est pas symptomatique. Ici, elle couvre tout le monde, la surveillance environnementale, les symptomatiques et asymptomatiques, parce que déjà pendant cette période de latence-là, que ce soit le pathogène qui intéresse sera déjà excrété dans les eaux usées. Ici, pour la surveillance clinique, donc le dépistage est volontaire et il y a le problème de disponibilité non seulement des tests, mais aussi des installations, alors que ici, pour la surveillance environnementale, c'est un outil communautaire et ce n'est en rien affecté par la volonté des personnes et la disponibilité même des structures ou la capacité de faire des tests avec un échantillon. On a toute une, on a toute une, on a le tableau complet. Et de fait, justement, parce que la surveillance clinique se fait individu par individu, c'est plus lent pour détecter les tendances des épidémies parce que les données sont recueillies au niveau individuel, alors que pour la surveillance environnementale, c'est vraiment en temps réel. Autant quand les gens vont commencer à excréter les pathogènes, on sera capable de retrouver ça lorsqu'on utilise les bonnes techniques et qu'on cible le bon pathogène dans les eaux usées. Autant quand il n'y aura plus circulation dans la communauté, on ne va plus retrouver ça. Donc, vous voyez à quel point la surveillance environnementale, particulièrement dans des pays où il y a des limites, des capacités financières très limitées, aurait un impact positif sur la santé publique. Là, c'est juste un petit schéma qui vous montre encore à quel point, voilà, donc ici, pour la surveillance clinique, il faut nécessairement des patients symptomatiques, il faut une structure de santé. Il faut d'abord que les gens aillent vers les structures de santé. Il faut que ces structures de santé soient accessibles, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout en zone rurale. Et il faut faire des tests, et voilà, alors que pour la surveillance environnementale, il suffit de trouver les bons sites pour pouvoir placer, faire l'échantillonnage et on peut avoir l'information sur toute la communauté qui est desservie justement par ce réseau-là. Il faut aussi mettre un bémol quand même, dans la mesure où ici, notre système aussi de canalisation des eaux usées n'est pas optimal, surtout en milieu rural. Donc ça pose encore un autre challenge, mais lorsque l'on arrive à bien implémenter, c'est une valeur ajoutée. Alors, j'ai parlé de la surveillance environnementale, j'ai parlé depuis longtemps aussi de du poliovirus, et j'aimerais justement partager cet exemple pour montrer à quel point, malgré ce que j'ai dit par rapport aux infrastructures limitées en termes limitées en termes de canalisation des eaux usées, on est quand même arrivé à avoir un success story avec la surveillance environnementale par rapport au poliovirus. Alors, ici, on parle au niveau mondial, hein. Il y a eu un contexte, voilà, avec des campagnes d'éradication du poliovirus, parce que historiquement, ça a été une menace. Et en réponse à certaines flambées, il y a eu des campagnes de mondiales d'éradication de l'OMS et en RDC, il fallait des efforts spécifiques pour vacciner massivement les enfants, notamment dans les régions qui étaient difficiles d'accès. Alors, euh, et aussi, non seulement il fallait ça, mais il fallait aussi être capable de savoir quel parties, dans quelles communautés étaient donc les plus à risque. Et ça, c'est un avantage que l'on peut avoir pour pouvoir déterminer les communautés à risque par rapport à la dynamique qu'on peut, par rapport à l'agent pathogène.
Donc voilà, ici, par rapport à la polio, on a mis en place un réseau de surveillance à Kinshasa, à Lubumbashi. Il y a plus d'une dizaine de sites à Kinshasa, à Lubumbashi aussi, il y en a quelques-uns. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui ont été fermés pour pouvoir détecter justement la présence du poliovirus. Et le but ici, c'était de détecter justement le virus avant qu'il n'y ait l'apparition des cas cliniques. Pour être sûr, parce que quand on parle d'éradication, ça veut dire que pendant plusieurs années aussi, on n'a plus aucun cas. Alors, ce qu'il y a eu comme résultat, ça veut dire que, parce que la réponse a été rapide, parce que le sampling se fait, pardon, je m'excuse. Comme le sampling se fait de manière mensuelle, on a pu déterminer les zones à risque pour intensifier justement les campagnes de vaccination. Et on appelle ça des interventions vaccinales ciblées, malgré l'absence de cas cliniques. Et ça a permis d'éviter qu'il y ait des foyers majeurs qui puissent venir à jour. Et ça, c'est vraiment un renforcement par rapport aux efforts d'éradication. Donc, vous voyez à quel niveau, à quel point on a évité. C'est vrai que il y a certains cas de polio sauvage qui sont apparus maintenant, mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Mais s'il n'y avait pas cette surveillance environnementale qui se fait systématiquement et de manière mensuelle, probablement, on n'aurait pas été capable de mettre en place les mesures nécessaires aux endroits où c'était le plus nécessaire. Donc voilà. Et comme je disais, le cas de la polio, c'est vraiment un success story dans la mesure où non seulement il y a eu un renforcement des capacités de la RDC, par rapport à la surveillance environnementale. Et on est en train de voir aussi comment intégrer justement dans cette surveillance-là d'autres agents pathogènes. Donc, vous voyez que maintenant, à partir de certains sites, on pourra même non seulement faire la surveillance de la polio, mais aussi la surveillance de plusieurs autres pathogènes. Voilà, donc ici, c'est juste un petit schéma qui est en train de vous montrer donc, la population. Et non seulement on peut faire la surveillance des pathogènes, comme j'ai dit, la surveillance des drogues aussi, mais aussi des souches résistantes aux microbes. Donc voilà, ici, la population peut avoir. Oui, les professeur Vivier est interrompu momentanément. Nous allons attendre. Je m'excuse, quand on travaille à partir de la maison, parfois c'est compliqué. Donc voilà, on peut suivre aussi la distribution des souches multirésistantes aux antibiotiques aussi, que ce soit chez les animaux, chez les êtres humains, donc à partir justement des réseaux de collection des eaux usées et à partir des échantillons qu'on va analyser dans les laboratoires, on peut avoir donc, tout le tableau par rapport aux pathogènes ou aux souches de pathogènes qui sont d'intérêt. Mais il y a plusieurs quand même considérations à prendre en compte lorsque l'on doit mettre en place un réseau de surveillance des eaux usées. Donc voilà, mais je ne vais pas aller en détail avec ça. Il faut toujours bien choisir ses cibles. Bon, on va en parler quand même. Il faut toujours bien choisir ses cibles parce qu'il y a certains pathogènes qui sont plus difficiles à monitorer. Donc voilà, et voilà, ça c'est un peu plus technique et je ne vais pas aller dans les détails. Alors, ce que je vais vous raconter aussi, c'est comment, donc voilà,
ici, chez nous, au département de médecine tropicale en particulier, on est en train de mettre en place un réseau de surveillance des eaux usées. Au départ, c'était pour certains pathogènes et avec l'épidémie de Mpox, on a intégré aussi le virus Mpox dans le package. Donc ici, je suis avec le prof Hippo que beaucoup de gens connaissent et le, le médecin, le CD du Nord Kivu, et justement parce qu'on veut voir comment est-ce qu'on peut implémenter là-bas. Alors, le but justement de ce projet Odin, juste pour la petite histoire, c'est un dieu scandinave qui avait sacrifié un de ses œils, qui avait donné à son corbeau pour que son corbeau, grâce à cet œil-là, puisse lui prendre toutes les informations chez son peuple. Et c'est pour ça qu'il y a justement, on a appelé ce projet le projet Odin, parce que c'est un projet de surveillance pour que, avec ce projet-là, on puisse avoir des informations dans les communautés. Donc, pour parler du projet Odin en particulier, les, le but de ces projets, c'est de mettre en place donc des capacités par rapport à la génomique et la bioinformatique. Donc, on va faire une surveillance des eaux usées et faire ensuite de la génomique pour connaître tout ce qui est souche. Donc voilà. Et il est ici question de surveillance environnementale, de, comment on appelle ça, de training par rapport à l'analyse des pathogènes et ensuite aussi du renforcement des capacités par rapport justement justement à tout ce processus à partir de la collection des échantillons à leur analyse et voilà, et à toutes les analyses de génomique qu'on va faire et aussi à l'interprétation des données. Et ce projet, c'est un projet qui va être fait au Burkina, en DRC et en Tanzanie. Mais pour le Mpox en particulier, malheureusement, comme la RDC est un des grands foyers, ce sera plus dirigé vers la RDC. Et ici, vous pouvez voir toutes les institutions qui sont impliquées dans ce projet. Et ce projet est justement, euh, c'est l'IDCTP qui donne les fonds pour ça. Donc voilà, ici, c'est juste que le but, justement, c'est d'aller donc voir les eaux usées au niveau des hôpitaux, dans les fosses septiques des hôpitaux. Et ça, c'est pour... Donc, comme je l'ai dit, hein, avec un échantillon, on peut suivre plusieurs pathogènes. Donc, il y a cet aspect pathogène, mais il y a aussi cet aspect surveillance des résistances microbiennes. Donc, voilà, aller aussi dans certaines structures, voir dans quelle mesure, à partir des échantillons qui sont dans les fosses septiques, on peut avoir des informations, mais aussi on voulait savoir aussi par rapport aux eaux que les gens prennent de boissons, parce qu'il y a certains endroits où les gens, que ce soit dans des fleuves ou dans des forages, même parfois dans les robinets, savoir si l'eau aussi de consommation, certaines eaux peuvent être contaminées ou pas, et voir quel impact ça peut avoir sur voilà, la dynamique de certains pathogènes dans la communauté. Voilà, ici, on est à Goma, dans un des camps, le camp de Roussaï en particulier, où on pense aussi mettre en place un réseau de surveillance. Et ici, vous pouvez voir les latrines et vous rendre compte à quel point c'est quelque chose qui est un challenge, mais qui vaut la peine, surtout dans les populations vulnérables. J'avais aimé, avec la présentation de Dr Hervé, quand l'intelligence artificielle avait dit que voilà, je travaillais plus et que mon travail avait un impact dans les populations vulnérables. Avec justement ce projet en particulier, c'est un impact encore plus palpable pour des gens qui sont déjà en détresse. Donc voilà, ici aussi,
le but, c'est donc de voir hein, par rapport à la surveillance environnementale, donc voilà, les waterborne pathogènes et les autres aussi, comme j'ai déjà dit, hein, les agents étiologiques de certains, voilà, ici on a les salmonella, donc il y a les Klebsiella qu'on cherche, les salmonelloses, Escherichia coli, Mpox, choléra aussi qui est là, donc voilà. Et il faut savoir que toutes ces maladies, ce sont des maladies qu'on peut prévenir. Ce sont des maladies aussi pour lesquelles, par exemple, pour les salmonelloses, on peut avoir des souches multirésistantes. Et si on arrive à identifier ces deux les deux parts, ça veut dire qu'on pourra mettre en place des mesures parce que ce projet, justement, le but, c'est la surveillance et de faire parvenir l'information aux autorités de manière à ce qu'ils puissent, voilà, ils puissent prendre les mesures appropriées. Donc, pour terminer, l'avantage de la surveillance environnementale, c'est que c'est une source de données vraiment précieuse et peu coûteuse qui est complémentaire à d'autres formes de surveillance. Et elle peut fournir une alerte précoce, elle peut anticiper avant même l'apparition des signes cliniques et améliorer la compréhension de la propagation des agents pathogènes émergents et réémergents. Euh, et dans ce contexte, justement, où on était en train de parler de déséquilibre entre les écosystèmes animaux, êtres humains, et dans la mesure où on sait que, comme j'avais dit, la plupart des maladies, des pathogènes émergents et réémergents sont des zoonoses, ça vaut son pesant d'or. Et ça peut être utilisé pour éclairer justement ceux qui doivent prendre les décisions de santé publique pour mobiliser les ressources et cibler les interventions. Et ça, dans notre contexte très limité en termes financiers, ça vaut son pesant d'or. Et aussi, ça donne des données, donc ça fournit des données en temps opportun et ça permet aussi une surveillance en temps réel, non seulement des pathogènes, mais aussi des souches qui sont en circulation. Donc voilà, c'est vraiment une clé pour la prévention et la réponse rapide aux épidémies. Et ça demande justement de mobiliser des ressources et l'engagement des parties prenantes. Mais une fois que c'est mis en place, la valeur ajoutée, le coût-efficacité est de loin supérieur à celui de la surveillance clinique, par exemple. J'ai dit et je vous remercie. Bah, Merci. merci beaucoup à professeur Vivi parce que c'était pour moi encore, c'était comme un cours. J'ai encore appris beaucoup, des choses que je croyais connaître et en fait, je ne connaissais pas. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. C'était formidable. J'aimerais quand même faire un bref résumé pour ceux qui sont venus en retard. En attendant, comme je donne un bref résumé, continuez à mettre vos questions dans les box. Comme ça, on peut gagner du temps et puis ceux qui seront déjà là, on peut déjà répondre. Alors, pour résumer, aujourd'hui, on a parlé de la surveillance environnementale. C'est quelque chose que nous connaissons, que je dirais même que nos ancêtres connaissaient très bien et maîtrisaient très bien. Enfin, ils protégeaient l'environnement. On croyait que pourquoi ils adoraient beaucoup l'environnement et puis c'était comme apprécier de la forêt, de l'eau. C'était des choses qu'on pensait peut-être que c'était déjà été vraiment très archaïque. Mais on comprend maintenant et de plus en plus on comprend que notre monde, c'est tout ce que nous avons en commun, on doit le protéger, mais aussi on doit comprendre les interactions qui existent entre les autres espèces, c'est-à-dire les humains, les animaux, d'où les contextes des One Earth en général, pour désigner ces nouveaux concepts dans lesquels nous devons toujours surveiller l'environnement. Pourquoi surveiller l'environnement? Parce que quand il y a changement, il y a aussi modification et les maladies, on peut les détecter bien avant que ça puisse s'étendre dans tous les, toute une contrée ou dans tous les continents.
il a commencé par montrer l'impact que l'environnement a sur la maladie. C'est-à-dire, la maladie ne vient que par les canaux de l'environnement. Ça peut être la pollution de l'air ou la pollution des eaux et la déforestation. Il y a même des choses que nous connaissons à l'époque. On croyait que non, voilà, certains animaux vivent dans les forêts. Alors que lorsque vous coupez les arbres, ces animaux viennent aussi en contact des humains. Donc, ils nous apportent leurs maladies. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque nous détruisons notre environnement. Et voilà, la discussion sur les changements climatiques et beaucoup d'autres questions. Alors, son exposé a porté sur la surveillance des eaux usées. Et pour elle, surveiller, c'est aussi se préparer, savoir déjà que non, voilà, quand je vais détecter ça, voilà, je vais prendre les mesures un peu plus rapides que lorsqu'on est surpris, hein, comme ce fut le cas du Covid, par exemple. Alors, surveiller les gens, il a dit qu'il a montré que voilà, on peut prendre les eaux usées, garde nos informations. C'était quand même quelque chose de très banal. C'est-à-dire, si je pars dans ma toilette, j'essaie d'échantillonner, je sais tout ce qui se passe déjà dans ma maison. Donc, ce sont des réflexions très simples que les premiers épidémiologistes, ils ont travaillé sur ça pour détecter la choléra et consorts. Juste avec l'environnement, ils pouvaient avoir beaucoup de réponses déjà. Et aussi, il a parlé que tout ça, ça nous aide à nous préparer pour les autres maladies qu'on ne connaît pas. Donc, ces informations qu'on prend dans les eaux usées, dans l'environnement, dans les déforestations, dans tout ce qui se passe maintenant, ça nous aide à prévenir ce qui est le pire. Il a montré que ça coûte très peu. Et on peut surveiller au lieu d'attendre que les gens commencent à venir avec des cas. Et là, c'est trop tard, ça sera coûté. Il faut demander beaucoup de moyens pour arriver là. Il a donné un parfait exemple de la poliovirus, qui lui a été un moment, il a disparu, mais grâce à une surveillance qui est systématique et régulière de façon mensuelle, on a pu détecter quelques cas et on a agi même plus rapidement, la réponse était plus rapide. Et même s'il y a des souches qui apparaissent, mais au moins on a ça. Je me souviens encore, il y a quelques travaux qui étaient faits, on a échantillé les selles des enfants partout. On a pu détecter ça et puis on a donné l'alerte. Et c'était comme quelque chose de bénin. Et puis on a vu les cas des poliomyélites ressurgir, encore même des cas où il y avait des adultes qui étaient atteints. C'était intéressant de voir tout ça juste avec la surveillance. Et c'était des surveillances très bénées, aller dans les écoles, prendre quoi, des excréments des enfants ou des animaux. C'était des choses simples, on pouvait détecter beaucoup. Voilà, il a beaucoup parlé. Et à part tout ce qu'il a parlé, il a aussi recommandé aux décideurs de bien vouloir vérifier et de s'impliquer. Mais j'ai beaucoup aimé dans toute sa présentation comment elle est vraiment une chercheuse parfaite. Elle n'est pas dans son bureau. Elle sillonne tous les pays et elle prend des risques. Et c'est très, très, très inspirant de voir comment tous ces projets ont pour intérêt toujours de valoriser, de redynamiser les personnes vulnérables. On a vu, ça c'est très magnifique, c'est très divers, je pourrais même dire, prendre soin de ceux qui sont en manque. Donc, merci beaucoup, professeur Dr Vivi, pour votre présentation. D'emblée, déjà, je vais passer, je sais qu'on a plus de temps, je vais passer en revue des questions qui sont dans les chats. Professeur Vivi, déjà là, vous allez revenir, je vois déjà une liste de questions qui sont là. Je vais commencer par prendre une par une et en même temps, peut-être je vais prendre trois questions et puis vous répondez et puis on va continuellement prendre ces questions-là. Alors, la question qui est reprise en première lieu, c'est de Jonas Kibala. Je le salue d'abord. Il dit si elle peut revenir sur le mode de détection précoce, comment c'est fait que cette détection précoce sur le plan technique, en fait, il demande la technicité, comment on peut faire cette détection. Les professeurs Ingrid, qui je salue encore ici, brève présentation à la fois de redire son exposé a encore impacté et puis ça va au Parlement déjà et ça nous fait du bien pour
améliorer toujours les quotidiens du Congolais. Coup de chapeau encore à vous, docteur et professeur. Et puis, elle demande s'il y a déjà une relation entre l'eau et les mpox qu'on voit. Est-ce qu'il y a aussi une relation pour la transmission? Il y a Joseph Safa Boulaye qui, lui, il donne un commentaire et dans sa préoccupation, savoir comment on peut avoir... OK, c'est pour avoir des commentaires sur la capacité, l'équipe. OK, je crois que je n'ai pas bien compris. C'est une question, une préoccupation. Je crois qu'il y a un mot qui manque là. On va arriver là. D'abord, les deux questions, pour que j'ai déjà bien les questions pour ne pas les lire en plus. Vous avez la parole. Merci, docteur. Donc, mode de détection précoce des pathogènes. Oui, ce que j'ai dit, c'est que la surveillance environnementale permet de détecter les pathogènes à partir du moment où ils circulent dans les communautés, avant même qu'il n'y ait des cas cliniques. Et pas seulement des pathogènes, hein, que ce soit de certaines drogues illicites, par exemple, que ce soit aussi de certains pathogènes et des souches en particulier qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc, ça veut dire que c'est comme par exemple pour le virus, le poliovirus, éradication de la poliomyélite, mais on continue à faire la surveillance de manière à ce que si on trouve le pathogène dans l'environnement, ça voudra dire qu'il y a excrétion de ce pathogène dans la communauté. Donc, ça veut dire que il y a le virus qui commence à circuler. Et avant même qu'on puisse avoir des cas cliniques, on pourra savoir où est-ce qu'il faut dans les communautés où on s'est rendu compte qu'il y avait le virus qui était en train de circuler, comment est-ce que c'est là qu'on va combiner les efforts pour, par exemple, le vacciner en masse ou si c'est une autre pathologie, si c'est un autre pathogène, comment prendre des mesures pour voilà, limiter la propagation de ce pathogène-là. C'est de cette manière que j'ai parlé de détection précoce. Donc, détection avant même qu'il n'y ait apparition des cas cliniques. Pour ce qui est de la question qui suit, je voudrais savoir Bon, si... j'arrive. Oh, ah, je voudrais savoir si le Mpox peut se transmettre par les eaux usées. Non, non, le Mpox ne se transmet pas par les eaux usées, mais il y a excrétion de Mpox par la peau et aussi par les... Donc, parce que dans les eaux usées, voilà, il y a les défécations, il y a les urines, les gens crachent aussi, et aussi quand les gens se lavent, il y a voilà, les pathogènes qu'on pouvait trouver au niveau de la peau qui vont être excrétés, et on peut les détecter dans les eaux usées, mais ce n'est pas cette forme du virus pour l'être humain. Une capacité de Merci beaucoup. savoir si on a appris ma... Alors, j'ai Docteur Hervé, continué, hein, je continue avec je vous lis les questions encore. Alors, Joseph demandait s'il peut avoir les notes hein, ou je crois qu'on va partager les liens de la vidéo. Ça sera disponible dans notre chaîne YouTube. À tout moment, vous pouvez revoir la vidéo. Pour la question qui suivait, c'était Joseph qui pose encore la question si les eaux de lessive et de la douche font partie des eaux usées. Je crois que je peux répondre oui à cette question pour avancer parce qu'il y avait déjà donné ça. Et l'autre question, c'est le professeur Ebengo qui est là, qui dit, qui fait aussi partie des One Alpha. Je vous salue aussi de côté là. Et sa question est il dit, dans la composante environnementale sur l'eau, l'air et les sols qui sont pris en compte, qu'en est-il de la composante végétation? Là, il met en vague des virus, les bactéries, champignons.
pourquoi elle n'est pas prise en compte dans votre surveillance, ce qui, si je peux dire. En fait, c'est que les animaux mangent aussi, nous les mangeons, je crois que c'est ça sa question, c'est que les animaux font, les chiens mangent ceci, il y a la maison, il y a les rapports avec tout ça. Euh, je ne parle pas de manger les chiens. J'ai dit les chiens mangent et puis nous sommes en contact avec les chiens aussi. Et il voulait qu'on vous faites aussi mention de ça. Il y a les docteurs Gaston Bach, qui je salue encore ici, qui a travaillé beaucoup dans les milieux profonds. Il connaît très bien, il a travaillé dans Ebola et beaucoup d'autres. Il pose la question, les critères de sélection, comment est-ce que vous sélectionnez les sites de prélèvement? Et puis, la deuxième question, il dit quels sont les canaux de dissémination de ces résultats, est-ce qu'ils sont disponibles aux prestataires? Et le troisième, le professeur Georges, qui pose des questions. Quels sont les polluants que vous analysez et avec quelle méthode vous faites ces analyses des polluants? Je crois qu'il là, il est vraiment dans les composés géologiques, hein, quand il parle des polluants, les poussières ou je ne sais pas. Et l'autre question qu'il fait est quelle relation vous faites entre études appelées hydrogéochimie? Quelle considération prenez-vous des eaux usées filtrées dans des nappes et dans des puits par ruissellement? Ça, c'est une question des géologues qui veut vraiment embêter les médecins. Alors, à vous, professeur Bibi, vous avez des bombes retardement ici à répondre. D'accord, merci beaucoup, docteur. Pour ce qui est des notes, donc comme docteur Hervé a dit, la vidéo sera disponible, mais je vais aussi partager la présentation de sorte à ce que tout le monde puisse la voir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, la composante environnementale. En fait, professeur Ebengo, vous avez totalement raison, hein. Quand j'ai parlé d'animaux, il faut prendre plus la faune et la flore aussi. Parce que le problème qu'il y a, c'est que euh, par rapport à la composante environnementale, quand on parle de la flore, par exemple, faune, flore, oui. Quand on parle des végétaux, il y a aussi le fait que, toujours dans ce fameux One Health, hein, l'homme utilise des insecticides pour les végétaux et après, il y a certains composants qui peuvent se retrouver. Et justement, si on doit faire la surveillance environnementale, justement de ces composants-là qui pourraient éventuellement être toxiques, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Donc, ce n'est pas limité. C'est peut-être parce que je ne pouvais pas aller en détail par rapport à toutes les composantes, mais par rapport à la surveillance environnementale, la flore aussi, voilà, et voilà, a sa raison d'être dedans. Quels sont les critères de sélection des sites? Les sites, les critères de sélection, il y en a plusieurs. Il y a des sites ouverts, il y a des sites fermés, il y a des sites... il faut voir la population qui est desservie par rapport à ces sites-là, de manière à ce qu'on puisse avoir la plus grande couverture. Il faut voir aussi j'allais dire le site du site, donc le lieu aussi de ce site-là. Il y a beaucoup de critères de sélection, mais le but vraiment, c'est de couvrir la plus grande population possible. Parce qu'il y a, donc voilà, il y a aussi les rivières aussi peuvent être des sites parce que certaines personnes, il y a les fosses septiques qui déversent directement au niveau de la rivière. Donc c'est vraiment avoir une idée du système de canalisation quand il existe et de voir là où vous pouvez vous implémenter pour avoir une plus grande couverture possible par rapport à la population qui est desservie et donc aux données que ça va donner. Les canaux de dissémination par rapport à la résistance antimicrobienne. Évidemment, comme je l'ai dit, le but ici, ce n'est pas seulement de fournir des informations, mais aussi de pouvoir les ramener aux décideurs de manière à ce qu'ils puissent
mettre en place les interventions indiquées. Et dans la présentation, vous allez même voir que il y a une photo qu'on a faite avec le CD du Nord Kivu, justement parce que lorsque l'on met en place un système pareil, parce que ici, nous, on se limite aux agents pathogènes, hein. C'est la surveillance, quand je parlais de Odin, c'est par rapport à la surveillance de certains pathogènes et aussi certains souches antimicrobiennes, de résistance antimicrobienne, mais on est en contact avec les partenaires des zones, les partenaires, les autorités administratives et sanitaires, de manière à ce que l'information qu'on va produire puisse être utile. C'est vraiment, comme j'ai dit, hein, on prend les informations dans la communauté de manière à ce que les décisions puissent puissent être efficaces et ciblées. Euh, Quels sont les polluants que vous analysez? Nous n'analysons pas de polluants. Pour Odin en particulier, c'est possible hein, d'analyser des polluants, ça c'est évident, mais pour Odin en particulier, la surveillance se fait par rapport à certains pathogènes. J'avais cité Salmonella, Klebsiella et Escherichia coli, et j'avais dit qu'on avait choléra aussi, et qu'on avait rajouté le Mpox dans le package. Donc, nous, on se limite seulement à la surveillance de certains pathogènes dans les eaux usées. Je pense que voilà, hein. Et puis sa question sur l'hydrochimie, quelle considération des nappes? Je crois qu'il voulait parler de là, par exemple, il y a des gens qui ont des faux septiques qui sont au même niveau ou en dessous des nappes aquifères, et donc il y a certainement des contaminations. Est-ce qu'il y a un impact? Je crois que sa question s'oriente à ce niveau-là. C'était Ah oui, aussi d'accord. des questions où est-ce qu'il faut mettre un faux septique au-dessus de la nappe, est-ce qu'il y a des risques? Il y a trop de questions là. Non, par rapport à où il faut mettre la fosse septique, je ne sais pas. Ça, c'est pas moi. Par contre, pour Odin en particulier, on ne s'arrête pas à la surveillance des eaux usées. Et comme j'avais dit, on va aussi jusqu'à l'analyse des eaux de boisson. J'ai dit, hein, par rapport à certains forages, par rapport à certaines rivières où les gens peuvent utiliser cette eau directement pour boire. Et même, on a l'intention, on a introduit aussi certains robinets qui sont des robinets accessibles à plusieurs personnes dans la population. Donc, voilà. Et on voudrait voir aussi si à ce niveau-là, il y a contamination, ce enfin, qui voudrait dire, voilà, qu'il y a un problème même par rapport aux eaux de boisson qu'on a. Ok, merci beaucoup. Pour compléter sa question, il y a une méthode de détection pour les autres pathogènes. J'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas comment ils font. C'est il y a une méthode où on pouvait détecter les brins des arènes ou des adènes dans l'air, et tout autre pathogène. Et je crois que c'était l'équipe des grands qui était venue. Je crois qu'ils sont même venus au Congo, au nord du pays, nord-est du pays, tout près des, pas vers ancienne province orientale au nord, je ne sais plus encore là, vers les Bouddha et comme ça, quoi. Ils pouvaient facilement, pas seulement, là, ils faisaient la surveillance des animaux, pas seulement se baser sur les matières fécales des animaux, ou ceci. Ils pouvaient même avoir dans l'air ce que les animaux laissent en passant. Et puis, cette méthode aussi pouvait détecter même les autres micro-organismes et puis pathogènes qui sont dans l'environnement, hein. Donc, ils sont encore en cours de voir comment ils pouvaient maximiser la densité. L'échantillonnage était difficile, mais ils pouvaient voir ça. Ils pouvaient avoir ça, mais la question c'était l'espace. L'espace est très grand, on ne peut pas prendre, il faut vraiment avoir. Donc, dans la langue, on aura des méthodes beaucoup plus efficaces pour détecter pas seulement l'eau euh, on peut aussi détecter dans l'air qu'on respire, on peut savoir qu'il y a tel pathogène qui est respiré par tel animal ou ceci. Et puis les autres séries des questions de la série, il y a Paul qui pose la question.
comment ces analyses sont faites, les tests rapides et échantillons. C'est ce que Paul demande. Il y a Trésor Marqué qui demande les rôles des citoyens. Comment est-ce que les citoyens, à part les scientifiques, l'État, comment est-ce que les citoyens peuvent aussi contribuer à, à cette réduction des pollutions et l'émergence des maladies? Il y a troisième, Francine Soale. Il demande s'il y a une collaboration avec les ministères. Et puis, il y a, je m'excuse, là, je ne sais pas décoder les noms, Kessi Miko, je ne sais pas, je sais pas bien décoder jusqu'à présent. Il demande comment est-ce qu'il y a des moyens de transformation des eaux usées en eau potable aussi. Merci. Merci, docteur. Ah oui, pour revenir sur la surveillance de l'air, comme j'avais dit, pour la surveillance environnementale, il n'y a pas seulement les eaux usées. Il n'y a pas seulement, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le sol aussi. Le Kuya. OK. Use. OK. OK, donc, Fermez le micro, s'il vous plaît. OK, professeur, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. d'accord. Donc oui, la surveillance environnementale avec l'air, oui, ce sont des techniques qu'on est en train de mettre au point. Et même avec l'air, il y a aussi, on peut même, ce n'est pas seulement les pathogènes hein, qu'on peut détecter, il y a même des études qui sont en train de voir comment est-ce que on peut arriver à déterminer l'empreinte d'un individu juste après qu'il soit passé par rapport à toutes les particules et autres qu'il a laissées. Donc, non, les études, il y en a de plusieurs sortes. Maintenant, quand on dit quel test on utilise, donc ce qu'on fait, c'est que on prend les échantillons, on fait des tests on, on, on les, on les prépare et ensuite on va faire de la biologie moléculaire. Donc, comme il y a des pathogènes qu'on est en train de cibler en particulier, on va faire des cultures. Pour certains pathogènes, on fait d'abord des cultures et quand les cultures sont positives, on fait la PCR et ensuite on va faire la génomique et après la bioinformatique. Après, on va analyser ça. Pour d'autres, on va directement aller faire des PCR et voir si on a ou pas les pathogènes qui sont d'intérêt. Mais vous savez, ce qu'il y a de bien dans la science, c'est que les techniques se peaufinent ou s'améliorent au fur et à mesure. Donc, pour le moment, il faut prendre des grands échantillons et aller dans des laboratoires et les traiter. Mais maintenant, on commence à voir l'apparition de labos mobiles et d'ailleurs, on est en train de penser à utiliser des petites unités mobiles pour le traitement de l'eau et ça, ce sera vraiment d'intérêt, en particulier lorsque vous êtes dans des régions qui sont très éloignées des grandes structures, parce que certaines analyses jusque-là, on ne peut les faire qu'à l'INRB. Et j'imagine que à un moment, il y a même des tests rapides, pourquoi pas par rapport à certains pathogènes qu'on pourra mettre en place ou même des bandelettes qu'on pourra mettre en place. Donc tout ça, ce sont des techniques qui sont en train d'évoluer. Euh, le rôle des citoyens dans la réduction de la pollution des eaux usées. Actuellement, ici, les eaux usées, il faut vraiment les considérer comme des indicateurs. C'est ici, on ne prend pas les eaux usées comme des vecteurs en eux-mêmes, mais plus comme des indicateurs sur lesquels on peut se baser pour avoir l'information de ce qui se passe dans la communauté. Parce que dans un système idéal, le réseau d'eau usée existe et voilà, il y a élimination ou il y a traitement de ces eaux usées-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de les prendre et de les analyser. Ce n'est pas de diminuer la pollution ou pas dedans. Les eaux usées, il faut c'est physiologique. L'être humain doit, voilà, c'est quelque chose de physiologique. Euh, je ne sais pas si j'ai bien compris la question et que j'ai pu y répondre. Sinon, là, Monsieur Trésor Docteur Trésor peut, voilà. Euh, est-ce qu'il y a
Docteur Francine, collaboration entre le ministère de l'Environnement. Oui, pour ce problème, oui, parce que avant de commencer le projet Odin, on a eu un workshop avec donc on a fait une force avec les membres du ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, aussi ceux qui sont impliqués dans la polio parce qu'ils ont une expérience qui est enrichissante pour nous, des personnels de labo et autres. Donc, c'est vraiment une synergie. C'est l'environnement. On ne peut pas mettre en place un projet pareil sans qu'il y ait le ministère de l'Environnement qui soit associé. On avait même associé des membres de la Régie des eaux parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement les eaux usées qu'on veut surveiller, mais aussi certains spots pour les eaux de boisson. Y a-t-il moyen de transformer ces eaux usées en eau potable dans notre pays? Ailleurs, oui. Dans notre pays, je me demande si c'est nécessaire parce qu'on a tellement de capacités, on a tellement on a le fleuve, on a les nappes phréatiques, on a tellement de capacités d'avoir de l'eau que pour le moment, je ne pense pas que la transformation des eaux usées en eau potable soit vraiment un grand problème, mais je sais que si on met les moyens, c'est quelque chose qui est faisable. Comment vous faites pour préserver la viabilité des pathogènes pendant le transport? Alors pour ça, on a des protocoles établis et lorsqu'on fait donc on a tout, on a des procédures standards et lorsqu'on fait le transport, on met les échantillons dans des glacières et on laisse ça entre 2 et à température positive de manière à ce que on soit sûr que les pathogènes, lorsqu'ils vont arriver au labo, puissent toujours être mis en évidence parce qu'il y en a certains qui sont aussi fragiles. Donc, il y a pour le transport de ces pathogènes-là, il y a toutes des procédures en place. Araignée, araignée. Sorry, OK. Merci beaucoup, professeur, pour toutes les réponses que vous avez données. Moi aussi, j'ai une question un peu pertinente, parce que depuis un temps, on s'est posé la question aussi si je peux dire, de trop stériliser l'environnement, c'est-à-dire on veut à tout prix que l'environnement soit exempt de pathogènes. Mais en même temps, on sait aussi que ces pathogènes doivent continuer à être en contact avec la population pour stimuler un degré d'immunité, pour faire la malaria. Dans un foyer endémique, il y a une prémunition. Beaucoup de théories qui sont en cours. Mais aussi, on a vu l'Occident qui a totalement stérilisé les enfants qui sont dans des endroits très propres. Ils n'ont jamais été en contact avec des pathogènes virulents ou quoi, je ne sais pas. À un moment, quand ils les rencontrent pour la première fois, c'est soit la maladie grave ou la mort ou autre chose. Alors, ce sont des débats qui sont aussi sur la table. Je ne sais pas quel est votre avis dans ça. Jusqu'à où nous devons purifier notre planète sans microbes, sans pathogènes. Merci. Merci, docteur. En fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, justement, c'est exactement ça. C'est que ici, les eaux usées, le but de Odin ou de la surveillance environnementale, ce n'est pas de stériliser les eaux usées, mais d'utiliser ça comme source d'information. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, vous savez, c'est vraiment quelque chose de très, très pertinent dans la mesure où notre fameux Mpox pour lequel tout le monde est en train d'entrer en ébullition maintenant, on pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a résurgence, justement, c'est parce que on a vacciné les enfants contre la variole, on a éradiqué, et depuis 1980, on n'a même plus vacciné du tout parce qu'on a réussi à éradiquer. Et maintenant,
quand le Mpox est venu, ça fait les dégâts que c'est en train de faire. Et ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est un peu ce qu'on voit avec le paludisme pour ceux qui vivent en milieu endémique et ceux qui viennent des zones où où il n'y a pas le paludisme. Dès qu'ils entrent en contact, le système immunitaire n'est pas habitué et ils ont tendance à faire des formes graves. Non, ça, c'est quelque chose de totalement normal. Lorsque vous n'avez pas été en contact avec un pathogène, à la première fois que vous êtes en contact ou que vous n'avez pas été vacciné, le corps ne réagit pas de manière optimale et ce n'est qu'au fur et à mesure que l'immunité s'acquiert pour les différents pathogènes. Donc ça, c'est... Oui. En tout cas, merci beaucoup pour la session d'aujourd'hui. Nous en sommes très reconnaissants et très fiers. On a beaucoup appris, moi, personnellement. Et je crois que toute l'assistance aussi a aimé la session. Et avant de donner les derniers mots à notre orateur, comme une sorte de synthèse pour dire, pour clôturer notre réunion d'aujourd'hui, je vous invite encore à notre prochaine réunion qui sera dans un mois encore. Hein. On va vous communiquer par les moyens officiels, même par WhatsApp. On va continuer à sensibiliser pour que les gens viennent. Merci beaucoup pour votre participation et à vous, professeur Vivi, pour nous dire les résumés. Qu'est-ce qu'on va partir à la maison avec en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir et voilà. Ouf, en 2 mots, c'est simple, hein. L'environnement donne des informations de manière plus complète, de manière moins invasive et de manière plus intéressante en termes de coût-efficacité et que dans la mesure où c'est possible, ce serait bien qu'on ait de plus en plus des réseaux de surveillance environnementale par rapport aux différents pathogènes, tout simplement. Merci à vous et c'est ici que parfait notre session d'aujourd'hui. Je vois encore des nouveaux commentaires ou questions. Pour ça, je salue le professeur Christian Carr que je vois et puis je vois d'autres réponses à docteur Mambou Fabrice. Vraiment, il est intéressé dans tout ce qui est pathogène. Hein. Je vois ça. On va donner un feedback là-bas. Alors, merci à vous tous. À faute du temps, on ne peut pas répondre à tout ça. Et les professeurs Vivi viennent de clôturer. J'aimerais peut-être vous mettez votre caméra, on va prendre une photo de revoir et à tout le monde. Et puis, si vous êtes là, ça sera du bien de voir des visages à tous. Partout où vous êtes dans le monde, je sais que dans différents, je vois ceux qui sont, même s'ils sont en plein train, métro, à la maison, au boulot. Professeur Mavo, que je vous salue là, professeur Moussama et toute l'équipe. Docteur Kavagambe, même si vous avez connu votre nom, je vous ai reconnu. Merci beaucoup pour votre question et à très bientôt pour tous. Je prends une photo des groupes d'ensemble, ceux qui sont connectés avec la vidéo. Docteur Gaston, merci beaucoup pour votre question. Je vois le professeur Bilianja et tout le monde, le professeur Lagouge, le professeur Georges, et trop de monde, le président Mevanga, merci beaucoup, professeur Joël Baraka, à toute l'équipe, John Bouy, je ne sais pas citer tout le monde parce que vous êtes nombreux ici, ceux qui viennent avec mon écran, je salue. Alors, on se retrouve à la prochain numéro prochainement. On vous communiquera. Merci à tous pour être là et à très bientôt et bonne suite et bon week-end. Merci. Bye, merci beaucoup. Merci. Bye, merci Bye. beaucoup. Merci. Bon week-end. Bye.